Mariupol, à nouveau pilonné par l'armée russe. Les bombardements ont repris sur le site d'Azovstal à Mariupol, malgré l'annonce d'une trêve dans les combats. Les images que vous découvrez ce matin nous plongent au cœur du chaos à Azovstal. Ce sont des images qui ont été fournies par l'un des combattants du régiment Azov, retranché à l'intérieur de l'immense aciérie qui s'étend sur plus de 10 km², dernière poche de résistance de ce port stratégique du Donbass. Ce combattant révèle sur LCI ce qui se passe à l'intérieur de l'usine. Les Russes ont lancé l'assaut qui dure depuis 3 jours. Ils tentent d'entrer sur le site d'Azovstal. Ils essayent de fortifier leur position et hélas, par endroits, ils réussissent leur percée. Et parce que, effectivement, nos compagnons d'armes sont un petit peu fatigués, mais ils continuent à résister. Je suis un combattant du régiment Azov. J'ai été sur le site d'Azovstal en tant que militaire, mais avant aussi en tant que civil. Eh bien, tout d'abord, par rapport aux civils, oui, il y a des civils sur place, mais ces civils ont des conditions extrêmement terribles. Et c'est absolument absurde de savoir que des civils ou des gens tout simplement vivent sous les décombres d'Azovstal. J'étais blessée d'ailleurs à Mariupol et après cette blessure, je me suis retrouvée dans les couloirs d'Azovstal et la situation était terrible. Un témoignage de ce combattant qui se trouvait à l'intérieur de l'usine, blessé. Il a pu quitter l'enfer d'Azovstal et rejoindre les environs de Zaporizhia, qui est cette ville qui abrite un centre, qui est un refuge pour les rescapés d'Azovstal, mais de tous ceux qui souhaitent fuir les combats en Ukraine. Pour en parler avec nous, Magali Barthès, notre spécialiste des questions internationales, le général François Chauvency et Anne Gentet, députée La République En Marche et qui est membre du groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée nationale. C'est la plus grande confusion ce matin. On a d'un côté la vice-première ministre d'Ukraine qui nous explique qu'il y a une opération qui est peut-être en cours ce matin pour permettre d'évacuer les 200 civils qui sont encore bloqués dans cette usine, et en même temps on nous dit que les bombardements n'ont pas cessé et qu'ils rendent très difficile une nouvelle opération d'évacuation, Magali. Oui, ce que dit aussi l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge, c'est qu'ils ont envoyé donc depuis Zaporizhia un convoi de bus qui a un rendez-vous à un point très précis dans la ville de Mariupol pour essayer de récupérer les civils qui veulent partir. La question, c'est est-ce que les civils qui sont enfermés dans les souterrains de cette usine d'Azovstal vont pouvoir sortir? Est-ce qu'il va y avoir une accalmie pour qu'ils puissent sortir, et est-ce qu'ils vont en avoir la volonté? Parce que c'est un risque considérable, encore une fois, qu'ils prennent aussi de sortir de ces souterrains. Donc il y a une hésitation. Après, manifestement, là, l'ONU et le CICR sont à la manœuvre, comme ils l'ont été le week-end dernier, quand une centaine de civils, un groupe a pu sortir des souterrains. Après, la dernière personne sortie de ce groupe, et les bombardements ont repris immédiatement. C'est vous dire la complexité sur le terrain. Et puis, nous, d'ici, c'est très compliqué de savoir ce qui se passe concrètement en temps réel là-bas. Est-ce qu'il y a ou non un cessez-le-feu, même précaire? C'est ce que disent les Russes. C'est ce que contestent les Ukrainiens. Ce qu'on voit sur ces images, en effet, c'est que là, il n'y a pas de bombardement. Là, ça se passe de manière calme. Mais il faut bien comprendre que cette usine Azovstal, c'est immense. C'est une ville dans la ville de Mariupol. Donc, on ne sait pas où frappent précisément les Russes. Mais ce qu'on voyait sur les dernières images qu'on avait reçues, c'est quand même une concentration des efforts, des bombardements sur certains points assez précis. C'est l'importance du renseignement aussi qui est capitale dans cet assaut de Mariupol, parce que les Russes cherchent à savoir évidemment où se cachent
les hommes du régiment Azov, les militaires ukrainiens qui restent dans cette usine. On sait notamment que les civils qui sont sortis d'Azovstal ce week-end ont été contrôlés, j'ai envie de dire débriefés par les services russes, puisqu'ils sont passés par une espèce de camp de filtration, comme c'est le vocabulaire russe, où on leur a pris leur téléphone portable, on a regardé les photos qu'ils avaient à l'intérieur et où ils ont subi des interrogatoires. Parce qu'évidemment, les Russes veulent avoir le maximum de renseignements sur ce qui se passe dans cette usine Azovstal pour réussir véritablement à faire taire ce dernier carré de résistance. Ce sont les renseignements qu'ils ont récupérés qui leur permettent peut-être de mener des frappes beaucoup plus ciblées sur ce site. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure où nous parlons, la vice-première ministre d'Ukraine a annoncé le début de l'opération d'évacuation. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur Azovstal. L'opération démarre en ce moment. Nous prions pour sa réussite. Général, est-ce que les conditions sont réunies pour que les civils puissent quitter le site ? Je dirais, comme tout corridor humanitaire tel que nous les connaissons depuis des années, il y a une part de risque. Donc je crois qu'il y a une tentative pour voir si ça fonctionne, sachant que tout ce qui vient d'être expliqué, notamment par Magali, montre bien qu'apparemment, il y a encore des bombardements. Bon, maintenant, vous avez évoqué à très juste titre le mot chaos. Il faut quand même voir qu'il y a l'information de terrain et l'information à Kiev, par exemple, ou à Moscou, n'est jamais parfaite. Il y a un décalage forcément entre l'appréciation de situation à 300, 400, 500 km et la réalité du terrain. C'est pour ça qu'il y a du chaos. C'est que sur un champ de bataille, l'information, elle est trouble, elle n'est pas fiable. Donc aujourd'hui, oui, il y a une tentative. Maintenant, je n'ai pas entendu dire que les Russes allaient laisser faire. On n'a pas entendu dire que les Russes allaient contribuer à l'évacuation de ces civils. Et je conclurai simplement sur un point, c'est qu'on voit bien que le nombre de civils dans cette Assyrie baisse de semaine en semaine par rapport aux 1000, 1500 qu'on nous avait, je dirais, évoqué depuis des semaines en disant que c'était vraiment une crise humanitaire. On est aujourd'hui à un chiffre d'abord exact, semble-t-il, avec 321, 350 civils, ce qui est un nombre assez faible. Et puis, ce qu'on n'évoque plus maintenant, c'est qu'ils sont peut-être dispersés justement sous la Syrie et qu'il est peut-être difficile de les rassembler pour les exfiltrer. Voilà. Donc maintenant, on a un son de cloche d'un côté, du côté ukrainien. Oui, on va tenter de faire quelque chose. On n'a rien du côté de Moscou. Et les bombardements, apparemment, continuent, mais certainement d'une manière ciblée, parce que les images qu'on a montrées là, qui sont a priori récentes, montrent que quand même le bombardement n'est pas ce que nous imaginons. Ce n'est pas comme, je dirais, la conquête de Berlin en 1945, avec des milliers de pièces d'artillerie. Ce sont des endroits ciblés, ce que vous avez évoqué, à l'endroit où, je pense, effectivement, les Russes pensent que les Ukrainiens sont retranchés. Alors, il y a un renvoi de responsabilité entre les deux camps. Ce matin, l'Ukraine annonce que l'évacuation a commencé, mais elle peut très bien s'interrompre, hein. On a déjà vu ce scénario se répéter plusieurs fois ces dernières semaines. Ce qui est sûr, c'est que de leur côté, les Russes, Vladimir Poutine, affirment que l'armée russe est toujours prête à assurer l'évacuation des civils. Écoutez le porte-parole de l'ambassade de Russie en France sur LCI. La Russie est toujours prête à les aider. Chaque jour, notre ministère de la Défense, ouvertement, tout à fait publiquement, annonce l'ouverture des couloirs humanitaires. En ce qui concerne Azovstal, il s'agit maintenant d'une nouvelle série d'ouvertures des couloirs humanitaires pour les 3 jours, c'est-à-dire aujourd'hui, demain et après-demain. Les couloirs humanitaires seront ouverts de 8h à 18h, justement pour évacuer les civils. De responsabilité. Ça, c'est la version officielle de Moscou qui nous dit qu'entre 8h et 18h, les combats s'arrêtent pour que les civils puissent quitter le site. Mais en ce moment, le DRH d'Azovstal, hein, donc, qui est l'usine qui est dévastée sur ces images, nous dit qu'il y a des tirs, que les combats reprennent. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance aux Russes quand ils nous disent qu'ils vont respecter la trêve qu'ils n'ont pas respectée par le passé ? Il y a eu beaucoup d'essais de mise en place de corridors humanitaires depuis 70 jours que dure ce siège. Et rares sont les corridors qui ont pu aboutir. Ce qu'on voit, ce sont des Ukrainiens qui parfois décident par leurs propres moyens de partir comme ils le peuvent, de rejoindre des convois qui partent de la périphérie de la ville et qui se débrouillent comme ils peuvent pour sortir. Ce qu'on entend là de la part du porte-parole de l'ambassade, c'est évidemment
le discours officiel russe, comme quoi on ne veut pas faire de victimes civiles et évidemment que le cessez-le-feu va être respecté. Après, il faut quand même voir une chose, c'est que les Russes n'ont pas intérêt à ce que les civils meurent en grand nombre dans cette asyrie d'Azovstal. Ils ont intérêt quand même à ce qu'il ne reste plus que les militaires. Ça clarifierait la situation sur place et ça leur permettrait ensuite d'en découdre si telle est leur intention et ce qui paraît être le cas. Donc, il y a un intérêt stratégique, hein, c'est pas juste un geste d'humanité. Mais après, les Russes nous disaient, le week-end dernier, quand les civils ont été évacués, les membres du régiment Azov sont sortis, ont repris des positions de tir et nous ont attaqués. Donc il faut comprendre que c'est pas... Je veux dire, la situation est extrêmement confuse. C'est très compliqué de faire respecter un cessez-le-feu des deux côtés. Enfin, je vois comme souligner quelque chose dont on ne parle pas du tout. Et en vous écoutant, c'est vrai qu'on parle de grands messages, je dirais, au niveau mondial, par réseaux sociaux, par un porte-parole qui s'exprime, par une vice-première ministre qui s'exprime. Mais c'est sur le terrain que ça devrait se décider. Et en fait, la logique voudrait que les deux chefs militaires en charge des opérations, qu'ils soient du côté Azov ou du côté russe, aient un endroit où ils puissent se rencontrer, échanger leurs informations et organiser l'évacuation. On ne parle absolument pas d'une coordination temporaire pour évacuer les civils entre les forces militaires sur le terrain. Ce qu'ils font pourtant pour des échanges de prisonniers. Voilà. Donc, pourquoi il n'y a rien là? Et je pose quand même des questions. Pourquoi ça n'aboutit pas? Parce que, effectivement, personne n'a intérêt à ce que les civils meurent. Donc, pourquoi il n'y a pas cette rencontre organisée? Alors, je voudrais ajouter un point, c'est que vous avez utilisé le mot de combattant. Je pense que ce mot est très important, qu'on peut s'arrêter dessus quelques secondes. Car en effet, du côté ukrainien, nous avons des combattants qui parfois sont des militaires et parfois sont des civils. Donc, quand vous dites qu'il ne faut pas de civils qui soient tués, mais je crois que tous sont combattants. Et c'est ça sans doute l'une des grandes difficultés pour essayer de faire sortir qui voudraient vraiment sortir. Il y a un certain nombre de personnes qui ont sans doute cherché à se mettre à l'abri, mais il y a aussi des combattants. Et on voit bien, à travers tout ce qui se passe depuis le début de ce conflit, la résistance des Ukrainiens, la résilience des Ukrainiens, cette âme de combattants qu'ils ont déployée. Et aujourd'hui, ce qu'on voit aussi apparaître, qui est vraiment très frappant, c'est que finalement, alors qu'initialement, il y avait de vrais liens entre l'Ukraine et la Russie, aujourd'hui, il y a une véritable rivière de sang entre les deux nations, rivière de sang qui n'est pas prête de s'effacer. On ignore, il est vrai, hein, en écoutant le témoignage de ce combattant du régiment Azov sur LCI, dans quelles conditions il a pu quitter l'usine. Parce que les Russes, dans ce camp de filtration, sont censés faire le tri entre les combattants proprement dit et les civils qui ne participent pas aux opérations de combat. Oui, et puis on a certainement aussi dû lui dire de ne pas révéler comment il est sorti. Hein. Les Ukrainiens aussi contrôlent leur communication de manière très efficace. Très efficace. Et c'est vrai qu'il donne très peu de détails, hein, mais c'est intéressant de le noter aussi. Évidemment, il ne donne pas de détails, de savoir où dans la Syrie ils étaient, comment ça se passe concrètement le quotidien. Il nous fait comprendre qu'en fait c'est un civil manifestement qui vivait à Mariupol, hein, le témoignage qu'on a, qui s'est retrouvé à aller s'abriter dans cette usine d'Azovstal et qu'à ce moment-là, eh bien, il a pris les armes. C'est cette frontière qui n'existe plus, comme vous le disiez très justement. Et il nous dit qu'il a été blessé et manifestement exfiltré. Oui. Comment aucune information, évidemment. Et quand, exactement. Peut-être que c'est il y a fait quelques semaines, parce qu'il est quand même en bon état apparent. Il n'a pas l'air d'être blessé gravement, donc je pense qu'il a en partie récupéré de sa blessure. Donc quand est-ce qu'il a vraiment été évacué de Mariupol? Ce sont des informations stratégiques, évidemment, que les Ukrainiens ne veulent pas livrer à Mariupol. Il n'y a plus que 2000 soldats russes, car la majorité des forces envoyées par Moscou a été redéployée. Où et pourquoi? Catherine, expliquez-nous. Ce sont effectivement des informations qui nous parviennent des renseignements secrets américains. Selon Washington, l'essentiel des troupes qui étaient mobilisées à Mariupol auraient donc quitté les lieux, même si, attention, il y a quand même une précision très importante. Il y a toujours des combats très importants autour de la dernière poche de résistance, autour de l'usine Azovstal, toujours des bombardements, mais il y aurait donc moins de soldats russes mobilisés sur le terrain. Alors pour bien comprendre, hein, on le rappelle, Mariupol
Mariupol, c'est une ville de 155 km². C'est un peu plus grand que la ville de Toulouse. Et pour rappel, le 21 avril dernier, il y avait 10 000 soldats russes sur le terrain, selon les estimations, 5% des effectifs de l'armée russe en Ukraine, qui étaient donc à Mariupol pour tenter de faire tomber la ville. Aujourd'hui, selon le Pentagone, il n'y aurait plus que 2000 soldats mobilisés sur le terrain. Alors pourquoi cette baisse d'effectifs? Parce que la ville est quasiment tombée, la ville a été prise par les Russes, avec toujours ces vidéos hallucinantes qui nous parviennent des dégâts, des vidéos sidérantes qui nous montrent une ville complètement martyre, pilonnée par l'aviation russe. Et il y a évidemment une question aujourd'hui qui préoccupe les Ukrainiens. Ils voudraient savoir où vont être redéployés les soldats qui ont quitté Mariupol, qui ne sont plus mobilisés sur le front de Mariupol. Eh bien, selon le Pentagone, ces soldats, ils vont aller directement dans le Donbass. L'objectif numéro 1 des Russes, on sait que l'offensive dans le Donbass piétine, en tout cas rencontre des difficultés. Alors effectivement, les renforts sont les bienvenus. Les soldats de Mariupol, ils pourraient directement partir sur la ligne de front entre Mariupol et Kramatorsk, ou alors venir renforcer à l'est l'offensive autour de la ville de Sévierodonetsk. Dernière possibilité, venir renforcer par le nord, le front du Donbass autour de la ville d'Izium. En tout cas, selon les estimations, il y avait déjà 100 000 soldats russes mobilisés dans le Donbass. À cela va s'ajouter donc des renforts, avec une question: dans quel état sont ces soldats de Mariupol? Sont-ils en état justement de continuer les combats? Ça, évidemment, on ne le sait pas. Oui, merci Catherine André. Après plusieurs semaines de siège, la question est posée, générale. Est-ce que les Russes, avec 2000 soldats au sol dans ce port stratégique du Donbass, ont les moyens de prendre la ville? Je pense que la ville en tant que telle, elle est prise. La question, est-ce qu'ils sont capables de prendre la Syrie? Est-ce qu'ils le veulent? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ils aient intérêt à s'engager dans un combat. On a évoqué il y a 2-3 jours des forces spéciales russes qui se seraient infiltrées. Je ne vois pas l'intérêt de risquer la vie d'hommes, même pour à la limite, sauf pour se renseigner, pour aller dans un endroit très mal connu. Il suffit d'attendre que les Ukrainiens soit fassent une sortie, soit se rendent. Donc je ne vois pas trop l'intérêt. Donc 2000 hommes suffisent largement, à mon avis. J'espère que les planificateurs russes ont fait ce qu'il fallait en estimant bien les effectifs nécessaires. Donc a priori, la Syrie est encerclée, mais si on ne met que 2000 hommes, si j'ai bien entendu, ça veut dire que sur le reste de la ville, tout se passe à peu près bien. Et on revient d'ailleurs avec cette réflexion sur le défilé du 9 mai, qui ne peut se faire que dans un ensemble sécurisé. Et a priori, pour moi, je dis que Mariupol, apparemment, est prise et qu'il n'y a plus d'autres poches de résistance.